Tout de suite, le JT. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. À l'occasion de grands événements historiques, l'État honore ses cadres en leur attribuant des médailles et des titres prestigieux, un geste en apparence noble et porteur de reconnaissance. Toutefois, ce geste soulève pourtant de profondes interrogations. Quelle signification réelle et quelle valeur ajoutée à cette distinction? Diana Nepitimbaï. Les titres honorifiques, véritables miroirs des valeurs nationales. Il incarne un puissant instrument de reconnaissance publique. Il vise, tout en saluant les contributions du passé, à inspirer les générations futures. Cependant, au pays des Toumaï, les attributions semblent parfois s'apparenter à une distribution banalisée, presque triviale. Nombre de citoyens ignorent la portée réelle de ces distinctions qui se distribuent ça et là. Dans un contexte où la méritocratie peine à s'imposer, sur quelle base, dès lors, qu'il convient d'honorer les serviteurs de la République, le constitutionnaliste professeur Ahmad Mohamed Hassan lève l'équivoque sur cette question. La République récompense ses enfants ou des étrangers qui ont accompli des services exceptionnels au bénéfice de la nation, soit par leur vie, ils ont donné leur vie à la défense de la nation, soit ils ont accompli des recherches exceptionnelles pour toute la nation, soit ils ont sauvé des vies humaines pendant des moments difficiles, ou autre. Il y a un service permanent de suivi des décorations qu'on appelle le grand chancelier. Un grand chancelier à la présidence de la République, c'est une sorte de secrétariat auprès du président de la République qui s'occupe du suivi et de préparation des décorations et de suivi. Il convient certes de s'appuyer sur des critères clairement définis, mais force est de constater que de nos jours, certaines distinctions laissent perplexes. Au-delà de leur aspect symbolique, ces titres recèlent une valeur inestimable, tant pour l'individu lui-même que pour la nation. Une réglementation juridique s'impose pour ne pas abuser du pouvoir des distinctions. Ces derniers temps, on accorde beaucoup de décorations, mais ces décorations, par rapport à un problème très précis, est-ce que le président a vraiment bien évalué dans le cas de son pouvoir discrétionnel, est-ce que ces individus bénéficiaires ont réellement rendu service à toute la nation tchadienne ou bien c'est un problème personnel lié à la conservation du pouvoir. Il faut une loi organique sur les questions des honneurs de la nation à des individus qui ont rendu des services exceptionnels à son bénéfice. Donc on va encadrer par la loi le pouvoir discrétionnaire du président pour qu'il n'en abuse pas. Il serait sage de mesurer l'impact de chaque décision sur l'image du pays. Les priorités nationales demeurent urgentes dans des secteurs tels que la santé, l'éducation et l'assainissement du climat politique, afin de favoriser un réel épanouissement socio-économique. Diana, ne quitte pas, restez toujours avec nous. Le vivre ensemble ou la cohabitation pacifique, ce duo fait souvent l'objet d'une récupération politique. Pourtant, ces mots portaient jadis un sens pur, vécu au quotidien, surtout pour les aînés qui ont connu le Tchad avant l'indépendance et les années précédentes, 1976. Retour sur cette époque où l'harmonie sociale n'était pas un slogan, mais une réalité. Retrouvons Diana Nepitimbaï. Il faut écouter les aînés pour saisir la véritable essence du vivre ensemble. Leurs récits, précis comme des leçons récitées par cœur, des pains et tables où l'on s'y comprenait sans calcul, où la solidarité et l'hospitalité ne sont pas des valeurs négociables. Ces témoins vivants, véritables puits de sagesse, évoquent un temps où l'amitié et la confiance régnaient, sans qu'aucune manœuvre politique ne vienne les entacher. Une graine d'arachide, mais on se partage. Chacun met dans la poche là, il donne à chacun une graine d'arachide. Et mange. De l'eau dans une bouteille même là, on se partager. Et un enfant qui part chez les voisins là, c'est carottes là, très bien, ils mangent avec ensemble et puis moi ça fait vrai là, on l'accompagne juste chez ses parents. Et personne ne distingue l'un à l'autre.
C'est après les événements que moi, je voyais qu'il y a des sections des chargés. Mais sinon, avant, il n'y en a pas. On a vécu vraie cohabitation, bon voisinage. On s'estime, on se respecte entre nous. Il n'y a pas de problème. Avant tout, personne connaît il est venu d'où. C'est ton voisin, c'est-à-dire celui que vous étudiez ensemble, c'est ton ami, vous habitez dans le même quartier, c'est lui ton frère. On a cohabité comme ça. Mais les années sombres ont brisé cet élan. Peu à peu, la méfiance s'est installée entre des frères qui autrefois partageaient tout sans distinction de village ou d'origine, moins encore de religion. Vous êtes dans les mêmes quartiers, dans les mêmes bureaux, c'est-à-dire chacun, et les gens se regardent méchamment. Ça, c'est vivre ensemble dans les mêmes quartiers. On peut, tu ne connais même pas ton voisin là, il est qui même? Les gens qui sont des voisins proches, ils ne se connaissent pas aussi. Ça, c'est pas vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est la mentalité. Il y a une grande différence entre vivre ensemble avant et vivre ensemble maintenant. Et ça aussi, c'est un virus. Ce virus est venu en 79. Un virus qui est venu, qui nous a détruit. Là, en 30 minutes, on a détruit le vivre ensemble, la culture, la cohabitation. Donc, tu sais qu'en 30 minutes, là, c'est fini. Quand tu sors là, toi, tu es de sud, toi, tu es de nord, là, 79, là. C'est pas les jours, mais nous, on est mauvais. Pourtant, rien n'est irréversible. Il est encore possible de retrouver cette chaleur d'antan, où l'identité d'un Tchadien se définissait par son quartier plutôt que par son ethnie. Le Tchad, des anciens celui que l'on a appris dans les livres et à travers les récits, reste un idéal accessible. Car, diviser pour mieux régner ne profite à personne et ne fait que retarder le développement socio-économique de la nation. Merci Diana Nepitimbaï. Au Tchad, les nominations politiques se sont, au fil des années, transformées en un espace d'humiliation silencieuse. Il n'est pas rare de voir un responsable nommé directeur général d'une institution publique aujourd'hui, puis relégué quelques mois plus tard à un poste subalterne au sein de la même structure. Cette pratique soulève donc de profondes interrogations sur la gestion des ressources humaines, l'éthique administrative et le respect de la dignité professionnelle. Emmanuel Koulaïou. Dans toute administration moderne, une gestion responsable obéit à des principes clairs qui sont entre autres la compétence, la stabilité, le plan de carrière et l'évaluation objective. La mobilité des cadres devrait répondre à l'évolution des besoins institutionnels ou à la progression des compétences et non au bon vouloir des calculs politiques du moment. Rétrograder un ancien dirigeant sans justification publique n'est pas un simple ajustement administratif. C'est une dépréciation personnelle qui ébranle la confiance de l'institution, brise la motivation et installe un climat d'incertitude. Un tel système envoie un message inquiétant. Aucune fonction n'est assurée, aucune carrière n'est protégée, aucune dignité n'est garantie. Cette logique interroge également le rôle du mérite dans un environnement où les nominations semblent rarement fondées sur la compétence ou les résultats. Lorsque l'allégeance supplante l'expertise et que l'arbitraire étouffe le professionnalisme, l'administration s'enlise dans une instabilité chronique. Préserver la dignité du fonctionnaire passe par une reconnaissance durable de ses compétences et non par des promotions éphémères suivies de rétrogradation abrupte. Il ne s'agit pas seulement d'une question administrative, mais d'un enjeu éthique et moral. Un pays qui expose ses serviteurs publics à de telles pratiques prend le risque de voir ses talents s'éclipser au détriment de l'efficacité de ses institutions et de l'avenir de la nation. En image, le Premier ministre chef du gouvernement est arrivé ce matin à Mao dans le Kanem. Le chef du gouvernement a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aérodrome de cette ville par les autorités locales de cette ville. Le chef du gouvernement est allé lancer officiellement la semaine nationale de l'arbre édition 2025. Nous y reviendrons
Plus en détail dans nos prochaines éditions, la grande édition de 19h30 justement, avec nos envoyés spéciaux, Rosaline Ndje-Courbois et Beremaji Riambo. Rendons-nous à présent à Doba dans le Logono oriental dans le cadre de la mise en œuvre du projet CROPS for HD phase 2. Les responsables du projet ont eu une rencontre avec les différents partenaires. Il était question d'expliquer la philosophie, les stratégies et la nouvelle dynamique de ce projet pour une meilleure compréhension et une vision commune. Fierté Ouattara est notre correspondante à Doba. Présenter le PRODOC de la phase 2 et ses implications, élaborer des recommandations en vue d'adresser les points faibles et de consolider les acquis de la première phase, faire le suivi des essais agronomiques sont, entre autres, les objectifs de cet atelier national de présentation et de lancement de la deuxième phase du projet CROPS for HD. Il vise, selon Nadira Mbaye Nlenga Maxime, représentant du directeur pays SUSAID, à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des petits exploitants agricoles, en particulier des femmes, à travers la consommation des produits des cultures orphelines résilientes pour une alimentation saine. Il a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits producteurs agricoles, en particulier des femmes, par l'utilisation durable de la consommation des variétés locales des espèces négligées ou sous-utilisées, que nous appelons dans notre jargon les NUS. Cela devrait être une performance commune est un objet de joie. Elle constitue également un nouveau challenge pour nous. Les tâches s'annoncent encore plus hardies tant nous devons travailler à l'échelle pour renforcer nos acquis et ce, avec les mêmes ressources. Au vu de certaines pratiques agricoles néfastes, le secrétaire général provincial Giradum Gandojim invite les producteurs à travailler davantage pour révolutionner ces pratiques. Malgré les grands efforts fournis, les défis élevés pour l'exploitation saine restent encore considérables au regard des comportements de bon nombre de producteurs. En effet, nos terres, nos eaux et la santé de nos populations et de nos animaux sont directement liés aux pratiques agricoles que nous adoptons. Malheureusement, depuis quelques années, nous assistons à une augmentation inquiétante de l'utilisation des intrants chimiques, notamment les pesticides, les engrais de synthèse et les herbicides dans notre province. Je crois que la phase 2 du projet qui va du 1er juillet 2025 au 30 juillet 2029 travaillera à renforcer davantage les acquis de la première phase tout en prenant à bras le corps les défis soulignés. Nous nous sommes obligés à travailler davantage pour révolutionner nos pratiques culturelles. Il passe par la migration à grande échelle des pratiques agroécologiques. Sont prévues à la fin de ces assises des séances de suivi sur le site d'ITRA de Bébidja, celui de l'Université de Sarre et de l'État de Baïli. Le moulin à main est un outil ancien utilisé pour moudre les grains. Il est donc plus qu'un simple ustensile de cuisine. C'est un témoignage technique ancestral et un lien avec le passé. Un art qui a façonné des générations. Haïkilidia. Le moulin traditionnel est un objet emblématique de la culture tchadienne. Utilisé depuis des siècles, il représente un véritable héritage socio-culturel et continue d'être utilisé dans de nombreux foyers du pays. Principalement utilisé pour moudre des céréales telles que le mil, le sorgho ou encore le maïs, le moulin traditionnel permet également d'écraser ou de vanner les différentes substances. Il peut également être utilisé pour presser des noix ou écraser des arachides afin d'extraire de l'huile. Fabriqué à partir d'argile
fragiles, des cendres de bois ou même des morceaux de cailloux taillés, ce moulin à main est à la fois simple et robuste. Sa conception intemporelle lui confère une certaine authenticité et apporte une touche d'éclat à la nomenclature des ustensiles de la cuisine tchadienne. En plus de sa fonction pratique, le moulin traditionnel est également un symbole de tradition passée. Depuis le 19e siècle, il équipe des foyers tchadiens en leur offrant un moyen efficace et durable pour préparer leurs repas. Son utilisation au quotidien crée un lien fort avec nos ancêtres et perpétue nos coutumes culinaires. Le moulin traditionnel peut ainsi être utilisé non seulement comme outil pratique, mais aussi comme un souvenir fabriqué au Tchad ou comme un cadeau idéal légué par nos aïeux qui mérite d'être valorisé. Le moulin traditionnel représente une véritable richesse socio-culturelle au Tchad. Au-delà de sa fonction première qui est celle de moudre des céréales et autres substances alimentaires, il incarne toute une histoire liée à nos traditions culinaires et constitue un témoignage vivant du savoir-faire artisanal transmis depuis plusieurs générations. Faisons un peu du sport avant de nous séparer. Contre toute attente, le Niger a résisté avec bravoure face à l'Afrique du Sud ce vendredi soir, arrachant un nul 0 but partout au stade Nelson Mandela de Kampala, en Ouganda, lors de la 4e journée du groupe C du CHAN. Les Nigériens ont surpris donc les Bafana de l'Afrique du Sud qui comptaient 4 points avant cette rencontre et espéraient une victoire pour s'envoler vers les quarts de finale. On fait le point avec Chanel Alaou. La sélection algérienne a été tenue en échec par son homologue guinéenne 1-1 hier vendredi au Mandela National Stadium de Kampala pour le compte de la 4e journée du championnat d'Afrique des Nations. Les Guinéens ont ouvert le score par l'intermédiaire du sociétaire de Oroya AC, Ismaël Kamara, profitant d'une balle perdue par la défense algérienne. Les joueurs du sélectionneur Madid ont dominé les débats de bout en bout, mais sans pourtant parvenir à trouver la faille jusqu'à l'entrée en jeu de l'attaquant du MC Alger, Soufiane Bayird, qui a réussi à égaliser en fin de match à la 88e minute. Avec ce nul, l'Algérie stagne à la 2e place avec 5 points. Derrière l'Ouganda, 6 points. L'Algérie jouera son dernier match lundi face à la Lanterne Rouge. Le Niger au stade Nayo Nayo Stadium à Nairobi. Le Niger et l'Afrique du Sud se sont neutralisés dans la première mi-temps de leur match de la 4e journée du tournoi. Le MENA, qui arrivait dans ce match après 2 défaites consécutives, se révélait coriace pour son adversaire. Les demi-finalistes de l'édition précédente ont été légèrement plus dangereux. En face, l'Afrique du Sud s'est montrée positive en remportant la possession de 60%, un premier pénalty accordé aux Sud-Africains via le VAR à la 16e minute a été annulé. Un deuxième pénalty réclamé par l'Afrique du Sud à la 45e minute a été refusé après consultation du VAR. Finalement, les Bafana n'ont pu rien faire pour décrocher leur première victoire dans cette première période. C'est sur ce score de 0 but partout que le Niger a tenu tête à l'Afrique du Sud en relançant le suspense dans le groupe C. Cet après-midi, la RCA sera face à la Tanzanie, pays hôte de la compétition. Merci Chanel, et c'est avec cette page sportive que nous bouclons cette édition d'information. Prochain rendez-vous 19h30 pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis demain, 13h.